Monsieur Neblecourt, votre question va me permettre de revenir sur le cap du plan de sauvegarde et de refondation des services publics locaux que nous avons décidé de mettre en œuvre pour sécuriser la trajectoire budgétaire de la ville, mais surtout pour que Grenoble demeure une ville qui construit du sens collectif, qui protège et accompagne les habitants. Je vais tenter d'y répondre d'une façon synthétique, en commençant par rappeler le contexte d'austérité gouvernementale qui s'impose à nous. Oui, je redis ce mot, austérité, car je ne vois pas comment on pourrait qualifier autrement les baisses historiques des dotations décidées par ce gouvernement, soutenues et votées par les parlementaires socialistes. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à faire cette analyse. Si j'en crois les échanges que j'ai eus lors de la récente Assemblée générale de l'Association des maires de France, avec des élus de tous bords qui convergent largement vers le même constat. Face à cette baisse généralisée, que font les autres communes? Beaucoup d'entre elles augmentent les impôts. Toulouse a fait ce choix en augmentant de 15%. Bordeaux, Lille ont fait ce choix en augmentant de 5%. Ce n'est pas notre volonté à Grenoble. Et vous le savez, les taux d'imposition dans notre commune est le plus élevé des villes de plus de 100 000 habitants et le caractère profondément injuste et inégalitaire à la fois par rapport aux revenus et à la fois spatialement dans la ville de Grenoble nous conduit à refuser de prendre la décision qui a été la vôtre en 2009, tandis qu'au même moment, la crise s'installait dans le monde entier et que vous décidiez d'accélérer les dépenses de fonctionnement de la ville. D'autres communes puisent dans leur épargne. Ce n'est pas une option possible pour nous, puisque nous figurons au 5e rang des villes les plus endettées et que le niveau d'épargne était en chute libre à notre arrivée. Vous le savez sans doute, l'une des grandes villes de France, notre grande voisine, Lyon, a annoncé il y a un an un plan de 40 millions d'euros d'économies pour le mandat en cours pour faire face, je cite, aux baisses drastiques des dotations de l'État. 25 millions de réduction de dépenses, 15 millions d'euros de recettes supplémentaires. Gérard Collomb va ainsi mettre en œuvre 172 mesures pour réduire les dépenses et augmenter les tarifs à Lyon. Il a annoncé notamment la fermeture de 2 établissements pour personnes âgées, le gel ou les suppressions de subventions, y compris pour les acteurs culturels, le budget culture étant amputé de 7 millions d'euros, des hausses de tarifs pour la cantine, les bibliothèques, les musées, mais aussi une réduction des effectifs des agents municipaux. Et en plus de ce plan massif, Lyon applique une hausse d'impôts de près de 5% sur le mandat et prévoit une forte hausse de sa dette d'ici la fin du mandat. Alors, en effet, Monsieur Neblecourt, l'austérité gouvernementale, nous sommes hélas de nombreuses communes de France à la subir de plein fouet. Cependant, contrairement à Lyon, nous devons supporter à Grenoble des charges de centralité qu'aucune autre métropole ne connaît. Attends, il faut attendre un petit peu le choc. Ouais, faut pas qu'il les casse. Ouais. Allez. Cependant, disais-je, contrairement à Lyon, nous devons supporter à Grenoble des charges de centralité qu'aucune autre métropole ne connaît. Les chiffres en la matière sont révélateurs.
en 2014, les dépenses de la métropole de Grenoble s'élevaient à 524 € par habitant. C'est le plus faible montant pour une agglomération ou une métropole de toute la France. Et dans le même temps, Grenoble se classe au premier rang des dépenses de fonctionnement par habitant, avec 1 779 € par habitant en 2014, suivi par Saint-Étienne, par Bordeaux et Nice beaucoup plus loin, la moyenne se situant 25% en dessous de ce niveau. En résumé, Grenoble et sa métropole sont donc aux deux extrêmes du spectre, avec la plus forte dépense par habitant au niveau de la ville et la plus faible dépense au niveau de la métropole. Et ce retard de construction de la métropole pèse lourd pour les Grenoblois. Dois-je vous le rappeler? Il y a maintenant une quinzaine d'années, Grenoble a massivement contribué à la réhabilitation de la MC2 qui a rouvert en 2004, après plus de 18 millions d'euros d'impôts financés par la ville. Elle a porté les travaux d'Alpexpo pour 12 millions d'euros. Elle a financé plusieurs équipements métropolitains, qu'il s'agisse de la nouvelle halle de tennis que nous inaugurerons à la fin du mois, ou encore de la belle électrique. Notre ville s'est développée comme une métropole à elle toute seule. Et elle porte aujourd'hui des charges de centralité très importantes et trop importantes. Ces chiffres que nous présentons, ils sont clairs, ils sont publics et ils étaient publiés avant même notre arrivée. Depuis le début de ce mandat, nous avons fait le choix de tenir un discours de vérité sur les chiffres comme sur le reste. Les 20 millions d'euros de baisse que nous annonçons ont été calculés de façon précise en faisant le cumul exhaustif des mesures qui nous touchent, à savoir la baisse des dotations initiale combinée à la mesure partielle d'annulation décidée par le président début juin, qui représente donc maintenant 17 millions d'euros entre 2017 et 2013. J'insiste donc, c'est donc bien 17 millions d'euros de moins à partir de 2017 chaque année sur le budget de la ville. À cela s'ajoute la hausse du point d'indice dont nous nous sommes réjouis, une décision fort légitime, mais qui n'est pas compensée par l'État, qui génère donc 3,4 millions de dépenses supplémentaires. Le préfet a signifié à la ville par courrier du 24 mai dernier que la situation était financièrement délicate. Nous le savions, nous l'avions dit, nous avons d'ailleurs partagé ce courrier. Et en cas d'inaction, la menace d'une mise sous tutelle serait réelle, Monsieur Neblecourt. Alors, oui, nous agissons maintenant pour engager Grenoble dans un processus de transformation de l'action publique pour mieux répondre aux besoins des habitants et préparer l'avenir. À Grenoble, nous avons choisi de continuer à porter avec force l'action sociale. C'est notre priorité avec le plan école et l'éducation, et cela va le rester. Côté subvention du Centre communal d'action sociale, nous avons assuré son maintien en 2015 et en 2016, malgré les baisses de recettes, et limité la baisse à 2,5% en 2017 et 2018. Au final, la subvention de la ville à son Centre communal d'action sociale reste, en proportion de son budget, équivalente. Pour l'AGEXA, l'Association des centres de santé, la mission locale, les actions locales de solidarité, les évolutions sont sensiblement les mêmes. Depuis 2 ans, nous avons également engagé un véritable combat politique avec l'État et le conseil départemental pour que chacun assume ses responsabilités en matière d'action sociale, notamment en ce qui concerne l'accueil et l'hébergement et l'accompagnement des personnes sans domicile fixe, symbolisées notamment par les suites du campement Esmonin. Et je pense que le combat actuel que nous menons avec l'AGEXA est énorme, comme celui que nous menons avec le planning familial. Pour poser les choses de façon très précise, je voudrais aussi lister les mesures les plus parlantes. En matière de petite enfance, nous nous sommes engagés pour le renouvellement du parc de crèches, avec 4 nouvelles crèches, une réhabilitation et le maintien de l'offre publique. Concernant les personnes âgées, nous procédons au renouvellement du parc des maisons de retraite, un EHPAD et un EHPA. Et nous maintenons l'offre publique. Les mesures d'économie sont limitées à des ajustements sur la restauration en espace personnes âgées. Concernant le service social personnes âgées, on ne touche pas à la qualité du service, on rationalise son administration
Il nous coûte, il faut le rappeler, deux fois plus cher que la dotation qui nous est attribuée pour le département pour cette délégation de compétences. Pour ce qui concerne la précarité, la reconversion de l'allocation municipale d'habitation va permettre de réorienter des crédits sur des actions nettement plus qualitatives qu'un saupoudrage finalement peu lisible et efficace, avec des plateformes d'accompagnement et une priorité marquée en direction de la jeunesse. Pour la santé scolaire, nous étoffons le volet santé avec plus d'infirmières et nous gardons une équipe de 5 assistantes sociales en capacité de monter des projets collectifs en lien avec le conseil départemental dont c'est la compétence. Concernant les centres sociaux et les équipements sociaux, les quartiers politiques de la ville demeurent une priorité. Bajatière est un transfert vers le secteur associatif. Nous maintenons 2 centres sociaux publics à proximité. Et pour le centre social des Eaux Claires, la majorité précédente, la vôtre, envisageait elle-même de le fermer du fait de sa proximité avec la MDH Mistral. Et par ailleurs, il faut redire à cette occasion que plusieurs services seront maintenus dans les bâtiments concernés, ainsi que des capacités d'animation sur le quartier. Dans ce que je viens de lister, M. Neublecourt, où est la casse sociale? Oui, le contexte budgétaire est contraint et nécessite plusieurs ajustements, mais il s'agit bien d'un plan de refondation qui vise avant tout à répondre au plus près aux besoins des habitants, en ne niant pas la réalité. En matière d'accès aux droits, le travail de fond en cours aboutira dans quelques mois à un véritable plan anti-non-recours à Grenoble, avec une équipe mobile juridique, une plateforme de solidarité, une commission jeunes majeure en urgence, un volet inclusion numérique. Nous prenons le temps de finaliser ce plan avec les professionnels concernés et les habitants. C'est notre marque de fabrique et je souhaite que le résultat puisse être exemplaire en la matière. Côté hébergement, nous avons créé plus de 200 places pour résorber les bidonvilles. C'est inédit, c'est indispensable pour faire face à la politique scandaleuse du gouvernement en la matière, particulièrement en Isère, qui se borne à évacuer en rafale sans jamais de solution pour les personnes. Là, nous sommes sur l'urgence absolue et là, nous voyons ce qu'on fait pour les plus faibles. Nous avançons aussi côté ville amie des aînés sur la base d'une nouvelle dynamique, des participations inédites des personnes âgées elles-mêmes, avec des groupes de parole et une logique d'aller vers, en lien également avec l'université. On s'achemine vers une certification de l'Office mondial de la santé et un plan d'action extrêmement novateur. Sur la petite enfance, enfin, nous relançons une dynamique territoriale sur l'accueil des enfants en situation de handicap qui commence à porter ses fruits. Les annonces du département également sont à venir sur cette question-là. Et le rendez-vous est pris avec les rencontres socio-éducatives de la petite enfance dans quelques mois. C'est un sujet majeur et délicat. Monsieur Neublecourt, l'ADN de notre programme, c'est de faire de la politique et de tourner Grenoble vers son avenir. Alors oui, ça bouscule, mais nous avons une ligne, nous avons une vision, nous la suivons, bien au-delà des problématiques budgétaires dont on serait bien passé, c'est vrai. Et peut-être que finalement cette avancée politique, sans nier la réalité, c'est ce qui manque à la social-démocratie pour ne pas qu'elle s'écroule un peu partout comme elle le fait depuis quelques années. Merci.